Bonjour, cette semaine à Justice pour tous, un accident de motoneige. Madame Gadebois et son mari avaient fait de la motoneige toute la journée en compagnie du frère de Madame Gadebois. Le soir venu, en revenant du chalet, Madame Gadebois, qui prenait place à l'arrière du skidoo de son mari, tombe en bas de la motoneige. Son frère, qui les suivait de près, heurte sa sœur et la blesse. Madame Gadebois poursuit aujourd'hui son frère pour les dommages dont elle a été victime. Maître Jocelyne Désilet représente la partie demanderesse, Madame Jeanne Gadebois. La défense, M. Paul Gadebois, a choisi pour avocat Maître Jean-Louis Darvaux. Demeurez avec nous pour la poursuite dans cette cause de responsabilité civile. Tout le monde debout. La Cour du Québec, Chambre civile, présidée par l'honorable juge Gilles Trudel, est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Dans la cause de Jeanne Gadebois contre Paul Gadebois. Merci. Alors, j'ai pris connaissance du dossier. Vous pouvez procéder. Je demanderai au procureur de s'identifier, s'il vous plaît. Alors, Jocelyne Désilet de l'aide juridique de Longueuil pour la demanderesse. Et Jean-Louis Darvaux, je représente M. Paul Gadebois. Alors, vous êtes prêt à procéder? Vous souhaitez entendre votre premier témoin? Bonjour, madame. Levez la main droite. Vous déclarez et affirmez solennellement, sincèrement et véritablement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Votre nom, Jeanne Gadebois, votre âge, 47 ans, votre adresse résidentielle. 405 au Guilvé. Merci, madame. Votre témoin, maître. Donc, Madame Gadebois, vous réclamez 30 000 à votre frère Paul Gadebois. Pouvez-vous relater au tribunal les circonstances de l'accident de motoneige dont vous avez été victime le 4 mars 1994? Oui. C'était le vendredi. On faisait de la motoneige depuis le matin. Puis, en s'en allant... Alors, quand vous dites « on », de qui vous parlez? On était deux skidoo. Mon mari et moi, on avait le nôtre, puis mon frère avait le sien. Okay. Et est-ce que vous étiez conductrice ou passagère? Ah non, je sais conduire la motoneige, mais mon mari n'aurait jamais accepté que ce soit moi qui conduise pendant que lui était assis en arrière. Alors, que s'est-il passé, madame? Bien, c'est mon frère, Paul. À un moment donné, je suis tombée du skidoo. Il m'a frappée. Alors, on va voir quelques détails. Quelle heure était-il, premièrement? Il était 8 heures environ. Du jour, le jour ou le soir? Non, le soir, il faisait noir. Okay. Et à quel endroit alliez-vous? On revenait au chalet. Okay. Et à quelle heure étiez-vous parti du chalet? À 10 heures le matin. Okay. Est-ce que vous aviez fait de la motoneige toute la journée? Oui, on a fait de la motoneige toute la journée. On s'est arrêté à quelques endroits, chez des amis, puis pour dîner, puis souper. Okay. Et quelle température faisait-il cette journée-là? Oh, il faisait très beau. Il fait beau toute la journée. Mais, OK, je me souviens, il faisait très froid. Je m'en souviens parce qu'on était quand même bien habillés. Okay. Et puis, pouvez-vous décrire l'allure de la piste? L'allure... Est-ce que c'est un chemin en ligne droite? Est-ce qu'il y avait des arbres? Excusez, ma consoeur devient suggestive ici. Ça me semble. Là, Oui, juste... effectivement, c'est sûr. Reformulez votre question. D'accord, je voulais seulement la préciser. Non, j'ai compris. C'est juste que je réfléchissais. Bon, alors, très bien, répondez. OK. Bien, c'était une piste dans le bois qui devait avoir environ 10 pieds de large. OK. Terrain plat? La plupart du temps, sur cette piste-là, c'était plat, mais on venait de passer un creux. Un creux, vous voulez dire un vallon? Oui. OK. Puis là, le chemin en ligne droite? Non. Il y avait des courbes assez souvent. D'ailleurs, on venait justement d'en passer une. On sortait d'une courbe. Et puis, les phares de votre motoneige, est-ce qu'ils étaient en bon état? Oui, oui. En avant, en arrière. Et puis, les phares de la motoneige de votre frère, dans quel état étaient-ils? C'était comme les nôtres, c'était correct. Okay. Et puis, vous êtes tombé? Oui, je suis tombée. Tout de suite après la courbe, j'ai senti un trou, un boum, puis je suis tombée. Votre mari a continué? Ah oui, mais il a arrêté presque tout de suite parce qu'il a vu que j'étais plus là.
Et à quelle vitesse pouviez-vous circuler alors? 25 000 à l'heure à peu près. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben là, ben c'est ça. J'ai tombé, puis ben, il n'a pas arrêté, puis il m'a frappé. Et vous avez été sérieusement blessé? Oui, j'ai été sérieusement blessée. D'ailleurs, les rapports médicaux sont là pour le démontrer. OK. Alors, effectivement, Monsieur le juge, les rapports médicaux ont été déposés dans le Très bien, je les ai dossier. vus. Alors, il s'agit d'une fracture du bassin ainsi que d'une cicatrice à la cuisse droite, qui sont les principales douleurs. On a produit aussi toutes les factures et les déboursés. Donc, je n'ai pas d'autres questions. C'est ma preuve, Monsieur le juge. Très bien. Alors, Madame Gadebois, vous faisiez souvent de la motoneige avec votre mari. Assez souvent. Ouais. Vous dites souvent à quelle fréquence? Assez souvent, comme ça, toute la journée, là, je dirais une fois par semaine ou par 2 semaines. Et vous ne trouvez pas ça là, un peu long, faire de la moto de 10 h du matin jusqu'à 8 h le soir, là, assis en arrière d'une motoneige? Ben oui, parfois je trouve ça un peu long, mais ça fait plaisir à mon mari quand je l'accompagne. Ce soir-là, vous n'étiez pas un peu tanné de faire de la motoneige? Ben oui, c'était le soir, puis oui, je commençais à être un peu tannée. Oui, c'est vrai. Avez-vous bien mangé pour souper? Ben, oui. Vous avez pris combien de bières à manger? J'ai bu dans le verre de mon mari. Je sais pas. Un verre de votre mari? Hey, C'est au restaurant? Vous êtes allé au restaurant? Oui, Ou... au relais. Au relais. Mhm. Donc, votre mari, lui, a pris des bières. Oui, peut-être 2, mais... Oh, mais on n'était pas ivres du tout, là. Ni mon mari, ni moi. Et vous en aviez pas bu? Quelques gorgées, mais dans son verre. Ben, écoutez, moi, j'aime pas ça, la bière, de toute façon. Fait que j'ai bu, j'avais demandé un verre d'eau, puis le verre d'eau n'arrivait pas. Ça fait que, bon, j'ai pris quelques gorgées comme ça pour me désaltérer. OK. Comment vous vous teniez sur la moto, Mme Gadebois? Je tenais mon mari par la taille. Il n'y a pas des poignées sur ces motos-là pour chaque côté, là? Ouais, de chaque mais- côté pour se tenir? Oui, mais j'aime pas ça me tenir après les poignets parce que je trouve que c'est difficile de suivre le mouvement des courbes. Alors j'aime mieux me tenir après la taille de mon mari. D'après les descriptions des événements qui sont déjà au dossier, les interrogatoires en cours, etc., il apparaît que vous aviez juste une mitaine dans les mains. Vous aviez juste une main couverte lors de l'accident. Oui, bien là, ça, je m'en souviens plus vraiment, là, très bien comment... Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que j'étais en train de remettre ma mitaine. C'est parce que je venais d'enlever mon passe-montagne qui m'achalait. Mais là, je me souviens plus très Donc, bien. Là, c'est pas... est-ce que ça se peut que vous ayez eu une main autour de la taille de votre mari, puis l'autre Ben, ailleurs? Ben, ça s'est fait tellement vite que je me souviens plus exactement, mais Dites-ça bien comment, Mme Gadebois, ce soir-là? j'avais un habit en cuir noir. Vous aviez un casque? Oui, comme toujours, oui. De quelle couleur? Bleu. Bleu. Mais vous n'avez pas perdu connaissance après la chute? Non. Vous n'avez pas été blessé suite à votre chute? Vous voulez dire en tombant? Oui. Non. Alors pourquoi vous n'êtes pas enlevé du chemin? Mais j'ai pas eu le temps. Mais vous êtes resté quelques secondes au sol? Ben, quelques secondes, je sais pas, là. La seule chose que je sais, c'est que j'ai tombé, puis je l'ai entendu qui s'en venait, puis la seule chose que j'ai su, il m'arrivait dedans. Bon, mais vous n'avez pas levé le bras, vous n'avez pas manifesté votre présence? J'ai pas eu le temps. Est-ce que l'avez-vous venir, votre frère? Est-ce qu'il était dans la courbe? Est-ce qu'il était dans la ligne droite? Où est-ce qu'il était? Non, je l'ai pas vu venir, non? Vous savez rien, finalement, vous ne l'avez pas vu. Ben, je sais rien, je sais rien. Je La peux- seule chose que je sais, c'est que il y a eu un trou, puis je suis tombée, ça a fait bang, c'est tout. Je sais pas, j'ai pas d'autres Je questions. sais rien. Très bien. Merci, madame. Vous pouvez vous rasseoir. C'est votre preuve en demande? C'est ma preuve, monsieur le juge. Très bien. Vous faites entendre vos témoins? Paul Gadebois nous rapporte maintenant sa version des faits. Merci, votre témoin maître. Alors, vous êtes bien le frère de la demanderesse. Oui. Pouvez-vous, à votre tour, nous relater les circonstances de l'accident du 5 mars 1994? Ben, en général, ce qu'elle a dit est assez vrai. On est parti de skidoo le matin vers 10 heures. On s'est promené toute la journée. On a arrêté quelques fois. Vous conduisez une motoneige depuis combien de temps, M. Gadebois? Depuis longtemps. Je connais ça, les skidoos. Ah oui? Lors de l'accident, il faisait noir. Oui, c'était Oui. 8 heures. C'était 8 ans. Est-ce que vos phares étaient bien allumés? Ben, j'aurais pas vu 5 pieds en avant s'il n'avait pas été allumé.
Oui. À quelle distance environ suiviez-vous votre frère? Environ 150, 200 pieds. Oui, et à quelle vitesse? Je sais pas, 30, 40 000 à l'heure à peu près. J'essayais de les suivre à peu près à la même vitesse. Oui. Ouais. Et quel était l'état de la piste? Elle était plutôt raboteuse. Je pense pas que la machine à neige avait passé pour aplatir la neige, donc puis pour arranger le chemin. Le chemin était plutôt en mauvais état depuis environ 20-25 000, donc... Puis d'ailleurs, c'est une petite piste de skidoo secondaire parce que l'été, c'est une petite route dans les chemins, dans la forêt. Donc, puis sur les lieux de l'accident, ben, c'était ni mieux ni pire qu'ailleurs. C'était comme ça à peu près partout. Tout le Alors, temps. comment vous expliquez ce qui s'est passé? Ben, c'est simple. Moi, je sais conduire un skidoo. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si je l'ai frappé, c'est que je pouvais absolument pas l'éviter. Je pouvais pas m'attendre à ça. Je dirais, était là dans le chemin, puis c'est ça. Je pouvais pas prévoir, moi, je veux dire. Voilà. C'est votre témoin, oui. Bon, donc, M. Gadebois, c'est bien vrai qu'à cet endroit, il y avait un vallon. Oui, une petite pente, oui. OK. Et de quelle profondeur était cette pente-là? Une dizaine de pieds. OK. Et puis, après la pente, est-ce qu'il y avait une courbe? Oui. Et puis, de quel angle pouvait être la courbe, à peu près? Je sais pas, 20 peut-être. Donc, 20 ça, c'est pas une courbe qui est très difficile. Est-ce qu'il y avait des courbes plus difficiles que ça sur le même trajet? Non, pas vraiment. Et puis, vos phares, ils pouvaient éclairer à une distance de combien de pieds environ? 50, 75 pieds. Donc, 20 d'angle de courbe, ça, c'est rien. Vous, vous êtes capable de tourner ça sans ralentir parce que vous êtes un bon conducteur de motoneige. Oui, c'est vrai que 20 c'est pas grand-chose pour moi, mais cette fois-là, j'ai ralenti. Alors maintenant, parlons de l'impact. Est-ce que vous aviez passé la courbe ou si c'était dans la courbe que c'est arrivé? Non, la courbe était passée. Je venais tout juste de la passer. Puis quand je me suis retrouvé dans la courbe, je veux dire, un coup que la courbe est finie, on voit un petit peu le chemin, le petit bout droit, là. Donc, elle n'était pas à 2 pieds de moi, c'était environ à 7 ou 8 pieds. Je ne sais pas trop. Donc, c'était à peu près, vous dites, à 7-8 pieds quand vous l'avez vu? Peut-être ça, oui. 5 pieds. Enfin, c'est difficile à dire la longueur. Okay. Et puis, qu'est-ce que vous faites en la voyant, madame? Et là, je me suis dit, sacrifice, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai pesé sur les breaks, j'ai donné un coup de volant, puis ça a fait boum. Puis c'est là que je l'ai entendu me dire, ben Paul, tu viens de me pogner. Donc là, j'ai dit, ben qu'est-ce que tu fais là? OK. Donc, on va essayer d'y aller un peu plus au ralenti. Donc, vous passez la courbe, il y a un bout droit de 5 à 7 pieds. On n'est pas trop certain parce que finalement, tout se passe vite et puis vous frappez madame. C'est bien ça? Oui. Donc, vous l'avez vue, madame, avant de la frapper? J'ai vu une tache noire. Je savais pas que c'était elle. Quand j'étais dans la courbe, dans le chemin, plutôt dans la courbe, j'ai vu une grosse tache noire, puis je pensais que c'était un ours. Donc, je savais pas que c'était elle. Puis, la motoneige du beau-frère, elle était où, elle? Un petit peu plus loin, je sais pas, peut-être une dizaine de pieds, 15 aussi, je sais pas. Bon, j'ai pas d'autres questions. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Les avocats présenteront leur cause après la pause. Voyons maintenant Maître Darvaux et Maître Désilet défendre les points de vue de leurs clients respectifs. Alors, très bien, je vous écoute en demande. Alors, Monsieur le juge, le défendeur vient de l'admettre lui-même. L'époux de madame, lui, s'était immédiatement arrêté à quelques pieds de l'incident. Donc, les motoneiges et des véhicules sont quand même assez performants. Le défendeur, lui, aurait pu complètement éviter madame s'il avait été moins vite et s'était conduit en chauffeur diligent. Finalement, la preuve révèle, Monsieur le juge, que le défendeur il était fatigué après toute une journée au grand air. Il faisait noir, la piste n'était pas en bonne condition, il y avait des courbes.
Le défendeur, qui est un conducteur de motoneige émérite, il nous l'a expliqué, avait l'obligation d'être particulièrement prudent parce qu'il suivait une motoneige et il savait qu'il y avait une passagère. Donc, je vous soumets que c'est directement de la façon imprudente de conduire qui a fait que les blessures, ça a été sa façon imprudente de conduire et sa vitesse excessive aussi, c'est important, ont été la cause directe et unique de toutes les blessures de ma cliente. Quant au montant réclamé, je vous soumets qu'ils sont amplement justifiés par toute la preuve documentaire qui vous a été produite avant audition, Monsieur le juge. Très bien. Bon, Monsieur le juge, vous me permettrez d'être un petit peu en désaccord avec ma consoeur, évidemment. Vous avez affaire à un jeune homme ici, quand même, qui conduisait la moto. Il avait l'expérience, malgré son âge plutôt jeune relatif. Mais déjà, il connaissait la moto, il savait la conduire. Même s'il avait conduit depuis le matin, ça ne lui enlevait pas ses facultés. Il était très habile. Et il le dit lui-même, j'allais à une vitesse très raisonnable. Oui, c'est vrai, j'avais pris... on avait été souper, on avait mangé, etc. Mais il avait tous ses moyens et ses idées étaient claires. Maintenant, c'était le soir, il conduisait à une vitesse raisonnable et vous vous rappelez qu'il suivait le beau-frère. Donc, à la même vitesse que le beau-frère. Comment pourrait-on lui reprocher qu'elle a une vitesse excessive? Alors, c'est lui qui allait à une vitesse excessive, le beau-frère allait à une vitesse excessive aussi. Alors, ce serait un élément supplémentaire de dire que la demanderesse était aussi négligente. Elle aurait pu, jusqu'à certains points, dire à son beau-frère de ralentir. C'était une vitesse excessive. D'ailleurs, je reviendrai sur la diligence de mon client, mais je vous dirai tout de suite que madame, je pense qu'elle doit être retenue totalement responsable de tout ce qui s'est passé. C'est très clair, la preuve nous révèle que madame avait une main libre. Elle tenait par la taille son mari, mais elle avait l'autre main libre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle était absolument imprudente. Et la moindre manœuvre, la moindre courbe, la moindre bosse, elle perdait l'équilibre et elle tombait. C'était immanquable. Ah, c'est là toute l'histoire, M. le juge. Et comment pourriez-vous nous dire que monsieur était négligent, qu'il allait à une vitesse excessive, etc. La piste était dans un état comme d'habitude, c'était des conditions normales, les phares étaient bien allumés, les motoneiges étaient en bien condition. Alors, comment mon client pouvait-il raisonnablement prévoir qu'à un moment donné, un ours lui apparaîtrait dans le décor? Pour dire son expression, c'était elle, mais il ne pouvait absolument pas prévoir que cet événement surviendrait. Alors, il conduisait et on ne peut pas demander plus qu'une personne raisonnable peut prévoir comme réaction ou comme possibilité ou comme circonstance devant se présenter à lui. Alors, il a tout fait, il a évité et finalement, il a essayé de l'éviter, dis-je, et il n'y a pas pu. Alors, je pense que mon client est habile, il y allait à une vitesse raisonnable, c'était dans des conditions raisonnables. Je ne crois pas qu'on puisse ici lui dire que ce monsieur-là est responsable de tout ce qui s'est passé. Maintenant, quant aux rapports médicaux qui sont déjà au dossier de la Cour, nous avons déjà fait une évaluation. Quant aux blessures comme telles, elles sont déjà là, elles ne sont pas contestées, les rapports médicaux sont clairs. Nous avons déjà eu l'occasion d'interroger hors cours les médecins. Et quant aux blessures comme telles, aucun commentaire à faire. Quant au quantum, vous avez devant vous, et vous êtes en mesure, avec les chiffres qui vous sont présentés, de déterminer le montant si jamais, Monsieur le juge, vous veniez à la conclusion que mon client est responsable de quoi que ce soit dans les événements qui sont survenus à cette date-là, qui sont, je pense, le 5 mars 1995, c'est exact? 1994, excusez-moi. Voilà. Très bien. Madame Germain obtiendra-t-elle gain de cause? C'est ce que nous verrons dans un instant. Au tour de l'honorable juge Gilles Trudel de nous faire part de sa décision. Alors, la demanderesse ici réclame la somme de 30 000 en compensation des blessures corporelles qui lui a été causées lorsqu'elle a été frappée par le véhicule de son frère, le défendeur, qui conduisait lui-même une motoneige. Il faut noter que l'accident s'est produit le 4 mars 1994 vers 20 h, donc il faisait noir.
La demanderesse était passagère sur le véhicule conduit par son époux. Le frère de la demanderesse conduisait sa propre motoneige en arrière. La preuve révèle que les deux parties avaient quitté à 10 heures le matin et faisaient de la motoneige depuis 7 ans. Ils s'étaient arrêtés à quelques reprises pour souper et dîner. Et tout le reste de la journée, ils ont fait de la motoneige. Ils ont pris quelques bières dans la journée, mais rien en preuve ne permet au tribunal de conclure que la boisson a eu quelque influence que ce soit dans le présent dossier. Cependant, on doit tenir compte de certaines choses. La preuve a révélé que les parties étaient fatiguées. Ça se comprend là, avec le nombre d'heures qu'ils avaient passé sur le motoneige. De plus, ils circulaient sur une piste aménagée à cet effet, mais la piste était rendue chaoteuse par le passage de multiples motoneiges. Alors, qu'est-ce que révèle la preuve? Alors, qu'elle circulait sur une piste aménagée à cet effet, et qu'au sorti d'une courbe, elle a perdu l'équilibre et est tombée sur la piste. Et avant qu'elle n'eût le temps de se relever, elle fut frappée par le véhicule de son frère. Après avoir analysé la preuve, le tribunal estime qu'il y avait une situation commune pour les deux parties, en fait, que j'ai souligné tout à l'heure, qui faisait de la motoneige depuis longtemps, donc qui était fatigué, et que la piste était devenue raboteuse par le passage. Ça, c'est des conditions dont il faut tenir compte et qui appellent une plus grande prudence à ce moment-là lorsqu'on circule sur les pistes. Alors, j'en viens à conclusion que les deux parties ont commis une faute. Primo, la demanderesse était passagère, elle devait s'assurer de se maintenir de façon sûre sur le véhicule, soit en servant des poignées ou soit en prenant la taille de son mari. Or, il ressort de la preuve que probablement au moment de l'accident, elle était en train d'ajuster ses gants et puis elle a tombé parce qu'elle ne se retenait pas. En ce qui concerne le défendeur, le tribunal estime qu'il a commis une faute, compte tenu des circonstances, compte tenu du fait que la piste était raboteuse puis circulait à 30 et 40 000 à l'heure. C'était trop vite. Alors, il a commis une faute par un manque de prudence en suivant à une vitesse excessive. Alors, chacun est responsable à 50 %. En ce qui concerne les dommages, j'ai fait l'analyse des documents. Je tiens compte de toutes les circonstances. Je calcule que les valeurs est de 19 126,25 $ avec une responsabilité de 50 %, donc 9 563,13 $. Condamne le défendeur à payer 9 560,13 $ avec l'intérêt d'indemnité additionnelle et les dépenses. Tout le monde debout.